Un équipage se rapproche sur Jaurès. À votre disposition. C'est négatif pour l'individu. Il est 22 h au centre de vidéosurveillance de Nice. Et un petit groupe de jeunes attire l'attention des policiers municipaux. D'accord. Alors à 104, il vient de choper le jeune homme avec un gros sachet, avec une grosse matière brunâtre à l'intérieur. Donc il donne un bout à quelqu'un. Il donne un bout à quelqu'un, ouais. C'est lequel? Il est toujours le mec? Il est là, celui qui a appuyé là. Donc là, lui j'ai vu. À qui il a donné? En face, le jogging Adidas? Il a toujours en face. Regarde, il en a une aussi. La scène est filmée par 2 caméras situées à quelques mètres du groupe. Les agents soupçonnent un trafic de stupéfiants. Une équipe est envoyée sur le terrain. Les 2 individus sont toujours au même endroit et se sont assis juste devant l'épicerie sur le petit muret. Merci, bien reçu pour Arès. À la tête de l'équipe de nuit, Christophe, 43 ans. Ils sont là, attention. C'est ceux-là. Allez, go. Messieurs, bonsoir. Reste, prends-le. Dis-moi, toi tu prends, tu recules, d'accord? Recule-le là où je te filme moi. Recule-le là, toi tu bouges pas. Grâce aux caméras, Guillaume Ray, le chef de salle, suit l'intervention en direct pour guider, mais aussi protéger l'équipage. Un équipage en renfort pour Arès, pour assistance Arès. Donc sur Belgique. De l'autre côté, c'est pareil. De l'autre côté, viens ici, viens là. Donc vous confirmez l'individu devant moi avec le polo gris et l'individu devant mon collègue avec jogging capuche avec les bandes. Correct? Oui, affirmatif. Les 3 bandes, donc une blanche et 2 bleues. Bien reçu. L'agent trouve sur le jeune en jogging bleu 2 sachets contenant du cannabis. Lève les mains des poches. Valeur marchande, 20 €. Pour le deuxième, on ne sait pas ce qu'il a sur lui. Hein. Il déclare qu'il n'a rien du tout. Le jeune ensuite à capuche nie détenir de la drogue. Pourtant, la caméra de vidéosurveillance placée juste au-dessus a enregistré un geste sans équivoque, il y a à peine un quart d'heure. On le voit dissimuler une barrette de cannabis dans son short. À la vidéo, on vous voit mettre dans le slip. Donc c'est bon, hein. De toute façon vous allez venir. Il t'en reste ou pas quand même sur toi? Les policiers municipaux n'ont pas le droit de fouiller les suspects. Les 2 hommes sont donc conduits au commissariat de la police nationale. On nous accompagne. Là-bas, le 3e sachet sera retrouvé, mais les quantités détenues, jugées insuffisantes, ne permettront pas de poursuivre les 2 jeunes. En 15 ans, les caméras ont envahi les rues de Nice. C'est la ville la plus vidéosurveillée de France. 72 km² de territoire, quadrillé par plus de 1200 caméras, soit 17 caméras au km². Accident de la route. En fait, il a dû voir au dernier moment, probablement, le cycliste. Vol à la portière. Pickpocket. Ou trafic de stupéfiants. L'œil des caméras scrute les rues et le tramway à la recherche d'un flagrant délit. Et voilà, ça va très vite, hein. On leur signale, le couteau est là. Des caméras de surveillance nouvelle génération, en couleur. Certaines peuvent zoomer à 7 km de distance. Ou filmer de nuit grâce à des capteurs thermiques. Comme ici, où l'on voit 3 adolescents pénétrer dans un parc fermé au public. Un dispositif qui se développe un peu plus chaque année. Dans les quartiers est de la ville, comme 3 fois par mois en moyenne, des techniciens s'apprêtent à installer une nouvelle caméra, la 1215e. Ceci, c'est un dôme, c'est une caméra HD. Donc là, vous avez l'objectif et on arrive à le faire peloter à 360 degrés. On peut zoomer, dézoomer et c'est de la haute définition. Les nouveaux emplacements sont décidés en mairie par une commission, parfois à la demande des habitants. Cette caméra est implantée entre le campus universitaire, où le gardien a déjà été agressé 2 fois, et un parking public très fréquenté. Entre les travaux de voirie, la main-d'œuvre et le matériel, elle aura coûté 8 000 € à la commune. Au total, sur la ville, la facture s'élève à 15 millions d'euros, dont la moitié financée par l'État. Allô? Ouais, je t'appelle pour te dire qu'on va mettre la caméra en service, maintenant. Ok, donc là j'ai une première image qui vient de s'afficher. On reste en fixe. Bon, là c'est bon, hein, j'ai pas de lag particulier, je suis fluide.
Depuis le centre de contrôle, Christophe Gardon, l'un des responsables, prend les commandes et procède au dernier réglage. Là, on a 4 axes qui sont intéressants pour nous. On va les préenregistrer et ensuite, on va créer un scénario de manière à ce que la caméra tourne toutes les 5 secondes pour vraiment avoir le plus de chances possible de capter des faits. Avant d'utiliser sa caméra, Christophe a des obligations. Selon la loi, la vie privée des riverains doit être protégée. Il doit donc apposer des masques sur les images des façades. Chaque caméra qui a dans son champ un balcon, une terrasse, une piscine, quelque chose qui peut filmer la vie privée des gens, le masque est systématiquement fait. Voilà. Voilà, ça fonctionne. Il y a quelques réglages, bien évidemment. Là, je suis descendu, par exemple, trop bas. Donc là, ça occulte une partie de la voie publique, donc pour nous, c'est pas intéressant, ça sert à rien. Par contre, là, il y a une partie qui est pas occultée. Il va falloir évidemment la masquer. On peut faire quelquefois jusqu'à 30 masques sur une seule caméra. À l'autre bout du couloir, dans le centre de contrôle, 80 agents se relaient jour et nuit. 7 jours sur 7, devant le mur d'écran. Il aurait pris la direction des anciens abattoirs. Ils promènent leur regard de caméra en caméra, comme une patrouille virtuelle. Pour la plupart, ils ne sont pas policiers municipaux, mais agents administratifs. Ils touchent entre 1 300 et 2 500 € par mois. Arrachage de chaîne. Il y a encore 4 ans, Patrick travaillait au service technique de la mairie. Hop, il vient d'en passer une autre, le gars en bleu. Ce Niçois de 51 ans a pris goût à la traque en direct des infractions du quotidien. Vente de cigarettes à la sauvette. En fait, cet individu vend des cigarettes au noir. Je reste, hop, là il y a un deuxième acheteur avec un sac à dos, survêtement gris. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé l'acheteur. Il vend le gars. Hein? Le gars il va, c'est le 3e paquet qui dégage. Ça c'est le deuxième il s'en va là. Oui, donc le second vendeur est localisé par le CSU. Il est sur l'axe Paganini, vêtu de gris, haut à capuche gris foncé. Formé en une semaine à la manipulation des caméras, Patrick suit désormais son instinct. Selon lui, il y a des profils et des signes qui ne trompent pas. Quand on traîne comme ça dans un coin, au coin de rue, c'est qu'on attend quelque chose. Surtout qu'on est là, qu'on téléphone, qu'on regarde à droite, à gauche, qu'on guette, il y a des critères, on zoome sur les visages, on voit des attitudes qui prêtent à deviner que la personne n'est pas là par hasard. Après, quand ils ont des gros sacs comme ça en plastique à la main, ça prête à croire qu'à l'intérieur, il y a bien quelque chose, quoi, hein. Et puis quand on voit des gens qui savent faire autour, même si on ne voit pas la transaction, on devine de suite qu'il se passe quelque chose. À un moment donné, ils vont se tourner dans le sens où c'est qu'on voit vraiment l'objet qui est donné et l'échange d'argent. Le PC. Pour les petits délits, ce sont les policiers municipaux qui sont envoyés en priorité sur le terrain. Au total, Nice dispose de 390 agents, le plus gros effectif de France pour une commune. Donc, concernant le vendeur que l'on a intercepté, celui-ci ne possède aucun papier d'identité sur lui. Et celui-ci se dit être d'origine syrienne et pas italien. Le jeune homme arrêté pour trafic de cigarettes est aussi soupçonné de présence illégale sur le territoire français. Il risque l'expulsion. Là encore, il sera remis aux officiers de la police nationale. Encore une belle journée, bonsoir. Il est 20 h, l'équipe de nuit prend la relève jusqu'à l'aube. Prenez une photo, il a acheté un rasoir avec des lames. La nuit, les délits ne sont pas plus nombreux mais peuvent être plus graves. Et souvent, l'alcool exacerbe les tensions. Ce jeudi, l'ambiance monte d'un cran dans les rues. Les étudiants sont de sortie. Ils se balancent des cailloux là, sur la plage. C'est des œufs. Ah, pardon. Des œufs. Nice a beau être la ville la plus vidéo-surveillée de France, certains semblent oublier la présence des caméras. Confirme que l'individu casquette rouge, pull noir, il serait le détenteur du poing américain. Le poing américain est une arme de catégorie D. Il est considéré comme une arme blanche et son port est illégal. Il est chaud. Du moment où il exhibe systématiquement, c'est comme s'il exhibait un couteau. Donc on rentre dans le cadre d'une exhibition d'une arme. Sur voie publique, donc on envoie un équipage pour faire la vérification et l'interception de l'individu. Pour vous, lequel des individus serait vraisemblablement porteur? Alors je pense que ce serait celui qui aurait la casquette rouge. Parce que celui qui a la casquette blanche le manipulait et après l'a rendu à celui qui avait la casquette rouge.
Ils sont là, ils sont là. Transmettez. Après revisionnage, on confirme. Bonsoir messieurs. Donc les services de vidéoprotection nous ont dit qu'il y en a un de vous qui a un coup de poing américain. Vous me le sortez s'il vous plaît? Oui, tout de suite. Vous le posez sur le rebord. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre de dangereux sur vous? Vous restez assis, vous levez les mains des poches s'il vous plaît. Vous aussi vous levez les mains des poches. Vous voyez la caméra où elle est? Ah oui. Vous voyez là-haut? Donc voilà, vous avez exhibé le point américain, c'était vous qui l'avez au début, il est repassé à lui. Non mais vous l'avez passé à votre ami. Donc voilà, on a toutes les images. Donc à partir de là, vous êtes en infraction, donc calmez-vous. Vous allez subir une palpation de sécurité. Tournez-vous si vous Jeune homme, restez là. Pour Arès, pas d'urgence, on est en contact avec les individus et on a pour l'instant appréhendé le point américain reçu. Vous avez beaucoup de choses dans les poches? Enlevez tout, mettez-la sur le banc. Ils oublient la caméra, ces jeunes? Souvent. Souvent, ça se produit. Ouais. C'est-à-dire qu'ils en font plus qu'à. Puisque c'est rentré dans le paysage urbain et ça reste, pour eux, c'est une caméra et ils ne pensent pas. C'est vrai qu'il y en a tellement, on a quand même 1200 caméras sur Nice. Et les 1200 caméras, au niveau du nombre d'opérateurs, on ne peut pas tout surveiller, être partout à la fois. Et donc, ils supposent qu'on ne regarde pas tout le temps les caméras. Jeune homme, allez-y. Seul le propriétaire du point américain est interpellé et conduit au commissariat. Après audition, il ne sera pas sanctionné. Il écopera d'un simple rappel à la loi. Sur les 3000 interpellations annuelles de la police municipale, un tiers serait directement lié à la vidéo. Les caméras ne servent pas seulement à lutter contre la délinquance. Elles permettent aussi de faire rentrer de l'argent dans les caisses de la municipalité. À Nice, le sport local, c'est le stationnement en double fil qui paralyse les rues. Une source inépuisable de contraventions pour les agents de la police municipale qui n'ont même plus à se déplacer. 24 rue de France. La verbalisation se fait directement depuis le centre vidéo. Une salle et 6 agents y sont entièrement dédiés. Pour Valérie, ancienne pervenche à Paris, finit les noms d'oiseaux sur le bord du trottoir. En un coup de zoom, elle et ses collègues dressent jusqu'à 200 contraventions par jour. On a un véhicule en double fil. Voilà, vous voyez là, on a l'exemple, là, les scooters, tout le monde est obligé de le contourner. Donc je vais procéder au relevé d'immatriculation du véhicule. Donc là, il est 16h11, 54 Lamartine, du double fil. Comme pour une contravention, un procès verbal fait par un agent qui serait sur la voie publique. Dans quelques jours, la contravention arrivera directement dans la boîte aux lettres du conducteur. Après, effectivement, quand ils sont devant les commerces, on le voit aller devant une pharmacie où on pense que c'est juste des pauses minutes, entre guillemets, on va être tolérant. Après, c'est à l'appréciation de l'agent de voir le caractère d'urgence, comme quand vous êtes sur le terrain. Cette année, la vidéo-verbalisation a été étendue à toute la ville et a permis d'augmenter le nombre de contraventions de 18%. Selon nos estimations, un gain de 360 000 € pour la municipalité. Les opérateurs du centre ne travaillent pas toujours en direct. Ils passent aussi des heures à visionner les images enregistrées par les caméras. La loi autorise à les garder 1 mois, mais pour des raisons de stockage, ici elles ne sont conservées que 10 jours. Vers chez toi à 15h36, peut-être 50. Agression, vol, dans la grande majorité des affaires, la vidéo est utilisée après les faits pour retrouver des auteurs en fuite. C'est la police nationale qui nous donne l'information. Vol à l'arraché. Allez, vas-y, moi. 2 individus sur un scooter. Ouais. Couleur du scooter indéterminée. Les individus jaunes. Ouais. Couleur des casques ignorée. Type NA. Le pilote porte un jean. Le haut, on ne sait pas. Et le second porte un haut avec mentionné Côte d'Azur Habitat. Allez, c'est noté. Et ils ont pris la direction de Million de Véraillon. Il y a combien de temps? Il y a 3 minutes et demie. Merci, Chris. Allez. Les voleurs à scooter ont suivi une femme jusque dans un parking souterrain pour lui arracher son sac à main. C'est un secteur assez sensible, donc on va essayer de repiocher des images, même furtives, des jeunes, pour avoir la description complète. Sabri? Rien? Truc de fou, je suis sûr qu'ils sont restés dedans. Toujours rien en relecture, c'est hard. Hein. Je reprends du côté Pape Jean 23.
C'est pas eux là? Ouais. T-shirt rouge et pour le passager. Les voleurs sont repérés. Sabri et Emmanuel se répartissent la dizaine de caméras du quartier pour retracer leur parcours. Ouais. Ils passent ici sur le trottoir pour éviter justement d'être filmés sur la voie de circulation. Et on ne les voit pas passer sur le secteur nord. Donc je présume qu'ils font le tour du rond-point et qu'ils redescendent. Donc je vais tenter la caméra suivante, la 576. Impossible de relever l'immatriculation. Le passager cache la plaque avec son pull. Mais Emmanuel tient informé en direct les équipages de terrain. Et on le voit passer à la caméra 295 à 12h51. Après 15 minutes de recherche, ils pensent avoir découvert où les deux jeunes se sont cachés. Est-ce qu'ils vont traverser Pont-Coutier? On va le savoir, il n'y a pas de tram devant. Et là, ouais, ils tournent dans la cité. Bravo. Donc c'est cette cité qu'il faudra surveiller et mettre les caméras dessus pour voir un petit peu si les deux ils ne ressortent pas. Voici la dernière image des suspects, juste avant qu'ils ne disparaissent des écrans. On touche là aux limites d'implantation des caméras pour la vidéoprotection. Elles restent sur la voie publique et pas à l'intérieur d'un ensemble d'immeubles. Donc là, c'est un ensemble d'immeubles qui est géré par un bailleur social privé, dans lequel nous n'avons pas de caméra. Certains délinquants se jouent des caméras, mais parfois, ils laissent des indices sur les images enregistrées. Excellent. OK. Salut. Bonjour. Ça va? Je viens chercher les images pour le vol à main armé du 11 septembre. Richard Roturier est capitaine de police au département de la sûreté des personnes. Il vient réquisitionner des vidéos pour son enquête. D'accord. Là, c'est un vol à main armé, donc c'est des individus qui ont pénétré dans un bar très tôt le matin avec des armes de poing et qui ont récupéré le contenu d'un coffre-fort dans le bar, qui ont molesté le gérant du bar et qui sont partis donc avec le contenu de la caisse et d'un coffre-fort qui était dans l'établissement. Par rapport au bar, c'est ici, tu vois, au 24, au Vernier. Oui. La caméra la plus proche, c'est celle-là. D'accord. Donc là, on va les voir avant et après les faits. Richard espère obtenir des éléments concrets sur les auteurs du braquage. Vernier, Pauline. Donc là, on est un peu avant la commission, tu vois, on est à 4h34. C'est furtif, hein. Voilà, tu les vois là-bas. Voilà. Ils sont en train de marcher, donc après, voilà. Et quelques minutes après, on va aller voir passer dans l'autre direction et courir là. Ils repartent vraiment dans la même direction où ils sont arrivés. Donc. Tu vois. Des images lointaines et de mauvaise qualité qui ne permettent pas d'identifier les auteurs de façon formelle, mais qui, selon l'officier, seront tout de même précieuses. Sur des vols à main armée, c'est surtout sur le mode opératoire, sur les tenues vestimentaires, sur les silhouettes, sur les façons d'agir. Ça peut donner des éléments sur le genre d'individu à qui on a affaire. Est-ce que c'est des gens expérimentés? Est-ce que c'est des gens qui interviennent avec un peu plus de maladresse? Et puis surtout, après, nous, pour l'enquête, quand on fait des perquisitions, par exemple, les tenues vestimentaires sont également importantes pour récupérer des éléments qui nous permettent de rattacher les faits à ces individus-là. Voilà. Régulièrement, la vidéo sert de preuve irréfutable et permet de confondre les suspects. Comme ici, où une adolescente se fait frapper par une jeune fille mineure. L'agresseur est adepte des sports de combat. Les caméras ont permis son arrestation pour violence. Mais surtout, en visionnant les images, les juges ont constaté l'intensité des coups et requalifié les faits en violence aggravée. La jeune fille a été condamnée à 4 mois de prison ferme. Plus inattendu, les images vidéo ont récemment servi dans le cadre d'un événement privé qui se voulait au départ joyeux et festif. En ce samedi après-midi, un mariage risque de tourner à l'émeute. Le maire refuse de le célébrer sous prétexte que le cortège des invités se serait mal comporté. Cette décision se base sur les images captées par les caméras. Donc on s'est aperçu sur une quinzaine de caméras de ce qu'on peut voir ici. Il y a eu de multiples infractions qui ont été commises au code de la route. Vous allez pouvoir voir là une conduite dangereuse, hein, c'est typiquement ce qu'on peut constater.
On a beaucoup de véhicules qui roulent vite, qui roulent sur le trottoir, des gens en danger pour eux-mêmes puisqu'ils n'ont pas de casque. Là, on arrive quand même sur un axe central où il y a l'entrée de la voie rapide, on a beaucoup de véhicules. Vous avez des piétons qui sont là, qui sont victimes de cet état de fait. Il va y avoir une entrave à la circulation également. C'est-à-dire que les gens qui sont derrière vont être pris au piège. Là, la circulation va être bloquée par tout le cortège. Le marié a d'abord prétendu ne pas connaître les invités en question. Pourtant, les images sont sans équivoque. À quelques rues de la mairie, la police a intercepté le cortège. 2 invités ont été placés en garde à vue. Finalement, le couple a présenté ses excuses au maire, qui a accepté de les marier le lendemain matin. D'ici 2020, la ville installera 300 caméras supplémentaires. Il y aura alors une caméra pour 288 habitants. À 20 mètres de hauteur, derniers ajustements, dernière manipulation. Ce technicien est en train de brancher une caméra de surveillance. La 84e installée à Nîmes. Cette caméra a été positionnée là pour surveiller cette déchetterie. Plus de 100 000 € d'acier, cuivre, électroménager usagés y ont été volés l'année dernière. Les images sont renvoyées à l'autre bout de la ville, dans ce bâtiment anonyme. Le CSU, Centre de supervision urbain, le PC vidéo de la ville. Voilà, c'est OK. Stéphane et Chantal en sont les responsables. Ils viennent vérifier l'efficacité de la nouvelle caméra. Tout un gros plan sur la déchetterie pour voir. OK. Donc je vais bien ce qu'on veut surveiller. Voilà, c'est surtout un gros plan sur les... Sur les immatriculations. Bien sûr. Donc là, c'est bon. C'est bon. Est-ce qu'on voit bien les personnes? Impeccable, c'est exactement ce qu'on attendait. Les images sont d'une netteté exceptionnelle. Nîmes a été l'une des premières villes à passer à la haute définition. Cette technologie permet de lire parfaitement les plaques d'immatriculation, de zoomer sur des visages ou des détails. C'est bon Pascal, c'est bon pour nous. C'est bon? OK. Ouais, c'est bon pour nous. Je finalise le paramétrage et voilà, bon. La caméra est à vous. Ce PC, ce sont les yeux de la ville de Nîmes. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est l'une des villes moyennes les plus vidéo-surveillées de France. 2 à 3 opérateurs de la municipalité se relaient en permanence devant les écrans. Ce ne sont pas des policiers, mais des fonctionnaires de la ville, formés sur le tas. Incivilité, petite délinquance, rodéo nocturne, sortie de bar agitée, les caméras filment tout, du plus banal à l'exceptionnel, comme cette interpellation musclée à l'issue d'une course-poursuite. Pour assurer une veille jour et nuit, 16 personnes se relaient ici. Allez, bonne soirée. À demain. 20 h, la relève se met en place. L'accès au PC est très sécurisé. Les téléphones portables qui peuvent filmer sont interdits. Aucune image ne doit sortir d'ici, en dehors de celle fournie à la police. Pour pouvoir piloter les caméras, il faut montrer patte blanche, ou plutôt la paume de la main. Cet appareil reconnaît le système veineux unique pour chaque individu. Accepter, ça marque mon nom et mon mot de passe. Et là, du coup, je peux rentrer et me servir des caméras. Les opérateurs commencent leur vidéo-chasse nocturne. Le début de longues heures, parfois sans le moindre événement. Des heures à scruter des rues à moitié désertes, des scènes banales. Leur arme, cette manette, qui dirige les caméras dans la ville à la recherche du flagrant délit. Comme ce groupe de jeunes, repérés dans le centre-ville, au milieu de la nuit, qui s'intéressent de près à ce vélo, à droite. Donc là, ils ont pris un outil pour essayer de nous démonter l'antivol. En tant que fonctionnaire municipal, Chantal n'a pas de pouvoir de police. Général Perrier, s'il te plaît. Elle passe par le centre de commandement du commissariat, auquel elle transfère les images. Oui, CSU, bonsoir.
On t'a envoyé le retour d'image de la caméra Guizot. Ouais. Donc rue de Lago, tu as 1, 2, 3, 4, 5 individus qui s'intéressent à des vélos. Ça pourrait correspondre. Oui. TV 720 Charlie et Delta de TN30. Le chef du centre de commandement de la police alerte ensuite les patrouilles qui vont se positionner aux alentours du groupe de jeunes. Patrouille là qui se rapproche, caméra Gambetta en haut d'écran. Ah, ça court. Hop, hop, hop. Alors. Là, ça court. Là, voilà. Là. Ce garçon parvient à s'enfuir. Il ne sera pas arrêté par les policiers. Finalement, un seul jeune sera interpellé en possession d'un tournevis et reconnaîtra qu'il voulait voler le vélo. Une petite affaire, suivie d'une autre quelques heures plus tard. Cette fois, les vidéosurveillants repèrent un homme sortant d'une soirée visiblement bien arrosée. Oula. Ah, mais il y en a un autre. Il a pissé dessus. La scène fait rire les opérateurs de la commune. Mais l'homme, visiblement en état d'ivresse, s'apprête à conduire. Chantal décide de donner son immatriculation aux policiers et de le prendre en chasse en vidéo. Allez. Faut rester toujours en plan large. Les opérateurs de la ville traquent le chauffeur sur plusieurs kilomètres. Elle est passée où la voiture? Tu la vois? Elle va arriver au feu. Derrière leurs écrans, ils attendent que la police se décide à intervenir. Mais les policiers sont occupés ailleurs. Ils disent qu'il n'y a pas de patrouille disponible à ce moment-là. Je t'envoie tel amour. Le conducteur quitte le centre-ville. Voilà, c'est ça, direction du ZES. On le perd. On le perd. Les caméras ne peuvent plus le suivre. Le chauffeur ne sera pas contrôlé ce soir-là. Cette fois, la traque est vaine. La ville de Nîmes s'est lancée il y a 10 ans dans l'équipement de caméras. Déjà 164 en fonction, 250 à la fin de l'année. Un investissement lourd. 2 millions d'euros sur 4 ans, financé à 30% par l'État. Est-ce vraiment efficace? Selon la mairie, la vidéo aurait permis en 2012 306 interpellations. La délinquance de voie publique a baissé, tout comme les violences aux personnes. Bernard Serafino, le monsieur sécurité de la ville, s'estime cependant satisfait. Il y a 10 ans, Nîmes était la 3e ville la plus délinquante de France. Elle est aujourd'hui à la 10e place. Il y a une quinzaine de jours, eh bien, vous aviez sur une rue comme celle-ci, des dizaines et des dizaines de jeunes gens qui attendaient, on ne sait quoi, et qui étaient là, qui attendaient. Aujourd'hui, on voit que la rue, c'est une rue commerçante, une rue passante, qui a repris une physionomie normale. Est-ce que le risque, c'est pas qu'ils soient allés dans la rue d'à côté où il n'y a pas encore de caméra? Alors, ça, bien évidemment, c'est non seulement ce risque, mais c'est une certitude. On a déplacé la délinquance, effectivement. C'est ce que nous faisons depuis une petite dizaine d'années. Chaque fois qu'on installe une caméra, on sait qu'on déplace, donc on installe un peu plus de caméras, de sorte qu'on, dès l'instant où on arrivera à la limite de la ville, on sera tranquille. D'abord implantée en centre-ville, la vidéosurveillance est désormais déployée à la périphérie. Stéphane et Chantal, les responsables du PC vidéo, nous emmènent dans un quartier où ces caméras dérangent certains habitants, en particulier les plus jeunes, avec lesquels les relations sont difficiles. Ah putain, ils sont devant. Ils sont sous les marches. Ouais. Ah oui. Vous avez vu? Elle a été repérée. L'une des caméras y a subi un sort expéditif. Donc, la caméra était derrière la voiture. Elle a été complètement, le support était complètement détruit, la caméra était par terre. Elle était posée par terre, fracassée. Les saboteurs auraient utilisé un explosif ou une voiture bélier pour faire tomber le mât blindé. Donc du coup, on a décidé de l'implanter sur la façade de l'angle qui est à droite. Cet immeuble-là. Lorsqu'elles ne sont pas détruites ou repérées, les caméras permettent parfois d'observer des scènes suspectes. Cet après-midi, sur l'un de leurs écrans, les opérateurs municipaux ont identifié des dealers présumés dans une rue piétonne, transformée en petit supermarché de la drogue. L'individu qui est contre le mur d'habitation avec un bas blanc et un haut noir, il a mis quelque chose dans sa chaussette, son pied droit. On peut supposer que là, c'est pareil, c'est la marchandise qui est prête à vendre. Chantal ne lâche plus le groupe des yeux. 5 minutes plus tard,
un homme se présente. Il s'adresse au jeune à la casquette, paraît sentir un produit qui lui tend. Chantal appelle le PC Police. Caméra des halles, il y a un deal. Donc tu as l'acheteur qui est de dos et le présumé vendeur qui est de face avec son blouson blanc. Ouais. Blouson blanc, casquette bleue. Casquette bleue. Hein. Intersection rue Nationale, rue des Lombards. Les deux hommes font apparemment affaire. Le client présumé repart. Là, je suis l'acheteur. J'ai un œil sur le présumé dealer. En attendant l'intervention des forces de l'ordre s'il y a. Le C1, vous avez de possibles transactions de produits stupéfiants rue des Lombards. L'information est aussitôt relayée à un équipage de la BAC, la brigade anticriminalité. Oui, c'est reçu, merci. Ouais, on va te taper, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai reçu l'individu en bleu, la traversée Général Ferrier. Parce qu'il est toujours à l'autre. Le suspect est suivi par les caméras. Les informations sont transmises en direct aux hommes sur le terrain. Potentiel vendeur actuellement place aux herbes. On n'a pas Casquette bleue, blouson blanc, Philippe et son collègue ont la description du présumé vendeur, mais pas celle de l'acheteur. Un premier homme est interpellé. C'est la police. Vous avez des produits illicites sur vous? Le jeune à la casquette est à son tour arrêté. Très bien, très bien, très bien. Rien à voir, C'est quoi ça? un gaz de bleu. C'est bien de vendre ça. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Les policiers ont trouvé sur lui de l'argent et une petite quantité de drogue. Tu es en train de vendre, on te refait. Tu as de la bœuf, tu as de l'argent. On peut vérifier. Tu n'as rien à suivre le truc. Le premier homme à gauche va être relâché. Les policiers n'ont rien à lui reprocher. En revanche, l'homme à la casquette bleue est emmené au commissariat. Non, voilà ce qu'il avait sur lui et de l'argent. Mais comme ils vont souvent, on va voir ce qui a été vu exactement. Le suspect est connu des services de police. Une fois au poste, les policiers qui n'ont pas été témoins de la scène vont vérifier la vidéo. Là, tu comprends? Si ce qu'on vérifie, ça parle contre toi, peut-être qu'il y aura garde à vue. L'enquêtrice de la police appelle le PC vidéo de la mairie. Alors j'aimerais savoir déjà si on voit bien l'échange, si vous avez bien vu l'échange entre les deux personnes. Oui. Vous voyez quoi exactement? On voit donc l'acheteur qui se dirige vers cet individu. Il semble lui demander quelque chose. Il porte un objet, bon, bien sûr, comme à travers un écran, c'est difficile, hein, qui sent. Après visionnage, les enquêteurs ont estimé que ces images n'étaient pas suffisantes pour prouver la vente de drogue. D'autant que l'acheteur présumé n'a pas été interpellé. Le jeune homme, lui, a été relâché. Il sera poursuivi pour simple détention de stupéfiants. Bientôt 250 caméras dans Nîmes. Toutes ces images ne peuvent pas être vues en direct par les opérateurs. Mais elles sont conservées 15 jours et ces archives contiennent parfois des indices déterminants. Alain, un enquêteur de la police, est saisi d'une plainte pour des vols dans un camion de livraison. Toujours le même camion, dans la même rue, mais à des dates différentes. Il décide alors de visionner les images de vidéosurveillance. Nous sommes ici dans le centre-ville de Nîmes. Nous avons le camion du transporteur avec les livreurs qui déchargent et qui vont aller livrer dans le centre commercial qui est à proximité. Donc voilà, là on voit apparaître un des voleurs ici, là. Hop, ici. Son complice est ici. À gauche, là on le voit. On voit la troisième complice qui est une femme ici, là. Avec la souris, là, on voit. Elle part dans votre sens. Voilà, les livreurs s'en vont. Il est là, il s'approche du camion. Voilà, il fait le tour. Et voilà. Hop, il sort quelque chose de sa poche, là. Il passe à l'arrière du camion, vous allez voir la porte s'ouvrir. La complice est là. Et voilà, ça y est. La porte est ouverte.
Qu'est-ce qu'il a sorti de sa poche? Enquête déterminera que c'est un ciseau. Voilà, il prend les colis, vous allez voir sortir avec les colis, tranquillement. C'est quand même une prise de risque, ils peuvent revenir à tout moment. Non, il y a le guetteur qui fait son travail en amont, hein, et voilà, il s'en va avec le colis là, on le voit bien. Voilà. Les voleurs ont frappé 2 fois au même endroit. L'enquêteur est persuadé qu'il pourrait recommencer. Il décide alors de monter une vidéoplanque. Voilà, le camion s'ouvre. Voilà, la soustraction frauduleuse de 2 colis cette fois-ci. Et là, on va, hop, le complice est là, vous voyez. Il revient, il n'est pas habillé de la même façon, lui par contre. Les voleurs présumés seront interpellés en flagrant délit quelques jours plus tard. Ils vont nier, mais les vidéos sont parlantes. Là c'est sans appel, hein. Il peut dire ce qu'il veut, dire c'est pas moi. Donc les images données grâce aux caméras de la ville sont d'une force probante, sans pareil. Hein. Cette force probante, les opérateurs de la ville y croient tellement qu'ils récoltent une foule d'informations dans ces images, même lorsqu'il ne s'y passe rien. Cet homme, par exemple, qui téléphone dans la rue, rien de suspect a priori, mais son image est enregistrée. Souriez, vous êtes filmé. On prend pas mal de surveillance sur les individus, toute personne, on prend leur visage, les numéros d'immatriculation. Là, vous faites vraiment du préventif. Tout à fait. Tout à fait, parce que si on reçoit un appel et qu'on dit que telle personne a été agressée par un individu avec un descriptif vestimentaire correspond à un individu que nous avions vu juste avant, eh ben on peut faire aboutir à une interpellation ou faire avancer une enquête. On est l'œil de Nîmes. Un œil de plus en plus performant. Aujourd'hui, 10% des interpellations se font grâce à la vidéosurveillance. La ville de Nîmes n'est pas un cas isolé. Entre commerce, transports en commun, bureaux et voies publiques, il y a aujourd'hui plus d'1 million de caméras de surveillance en France. Oui, j'ai suivi un cas. TJUS 3T de TN07. Oui, je vous écoute. Je vais vous demander de vous rapprocher du pont d'Iéna. On a une table de bonne tour installée. C'est reçu, donc pour info, on va se positionner dans le jardin au niveau du pilier nord de la Tour Eiffel, reçu. Sandrine et ses 2 collègues appartiennent à une unité qui circule en VTT. Leur secteur privilégié, le cœur touristique de Paris. Des lieux symboliques comme le Trocadéro ou la Tour Eiffel. La vitrine de la France, qui attire chaque année 20 millions de touristes et une cohorte de délinquants. À 3 km de là, depuis un PC vidéo, Michael a la main sur les yeux de la Tour Eiffel. Ce policier appelé opérateur a repéré une équipe de joueurs de bonneto. L'un des fléaux du secteur. Cette activité est interdite sur la voie publique. Donc, il y a 3 gobelets et le manipulateur a une balle en mousse, souvent, ou un jeton. Et sa balle en mousse, il la met sous un des 3 gobelets. Et après, il bouge les gobelets. Il faut que le joueur qui a joué 50 €, 50 €, c'est la mise minimale. Il joue 50 € et s'il trouve la balle sous les 3 gobelets, il gagne le double, il gagne 100 €. En apparence, un simple jeu de hasard. En fait, une escroquerie. Le manipulateur en manteau noir est entouré de complices, de faux joueurs qui gagnent systématiquement et attirent les touristes qui, eux, perdent à chaque fois. Donc il y a les faux joueurs, lui, les 2 faux joueuses. Ici, on a le manipulateur. Michael donne à Sandrine, sur le terrain, la description de l'équipe qu'il suit sur ses écrans. Ouais, TJUS 3T de TN07. Oui, parlez. Donc le manipulateur sera un jeune avec une veste 3/4 et coupé donc brun et rasé sur les côtés, hein, donc une coupe qui se voit de loin. Et 3 faux joueurs et 2 faux joueuses. Les escrocs bénéficient aussi de choufs, de complices qui surveillent l'arrivée de la police. Ils ont procédé comme ça. En lien avec cet homme au téléphone. Lui, il est en ligne avec les choufs qui est autour.
Et quand il dit police, police, il va récupérer le matos et il va partir. Normalement, d'ici 1 ou 2 minutes, ça devrait bouger. Là, ça y est, ça bouge. Ça bouge. Là, celui-là, il ne faut pas le lâcher. Ouais, TJUS3T de TN07. TJUS3T de TN07. Oui, parlez. Ouais, donc tout le faux joueur ainsi que les faux joueuses sont partis vers la Tour Eiffel et celui qui a récupéré le matériel est parti vers Trocadéro. Hein. Donc un individu avec le téléphone en main. Donc devant vous, vers Trocadéro devant vous. Individu téléphone en main avec une veste noire, basket, assez forte corpulence. Sur le côté, tournez-vous. J'ai vu faire. C'est pas la peine. Cache le matos à la scène. Non, mon gars. TN07 TJUS3T. Ouais, TJUS3T. Ouais, je pense que vous nous voyez sur le pont. Donc contrôle de l'individu, on a la moitié du matos, là, c'était parti dans la Seine. Vous me donnez son rôle, SVP? Ouais, donc le rôle de l'individu, hein, il était en ligne avec les choufs et au top départ, il a récupéré le matériel et il est parti en direction du Trocadéro. En fait, comme on peut le voir sur les images enregistrées au PC vidéo, l'homme a eu le temps de jeter les gobelets et la balle dans la Seine juste avant d'être interpellé. Il n'a pas pris part au jeu directement. Son rôle est jugé trop mineur. Peu probable qu'il soit poursuivi pénalement. Ouais, c'est reçu. Ah, madame, merci beaucoup. Sandrine préfère le laisser partir pour se concentrer sur les auteurs principaux. Guidé par Michael et ses caméras, on a une fausse joueuse qui a dû passer devant vous, une veste marron avec le col blanc. Sandrine et ses collègues finissent par retrouver quelques centaines de mètres plus loin l'une des fausses joueuses du groupe. Une femme de nationalité roumaine qui feint la surprise. C'est comme ça que vous traitez les touristes? Vous arrêtez les touristes comme ça? C'est pas bon, hein? Donc là, elle essaye de me faire comprendre qu'elle est touriste. Qu'elle est touriste. Elle a été vue à la vidéoprotection en train de faire certaines choses, donc elle devra s'en expliquer. Ouais, transmettez. Michael, qui peut revisionner les images, recherche la preuve de sa participation au groupe. En revenant en différé, ça me permet de confirmer que c'est bien une fausse joueuse. Et on la voit jouer. Et elle a donné un billet, elle a joué et elle a gagné. Et là, on voit bien qu'elle est de mèche avec eux parce qu'elle s'en va avec eux, tout le groupe. Les images sont suffisamment explicites. La fausse joueuse est emmenée au commissariat. Au même moment, Michael repère 2 autres jeunes femmes au comportement étrange. Et ça, c'est un problème différent, c'est les pétitions. C'est des fausses pétitions et tout. Ils demandent 2 €, 5 €. Les touristes leur donnent de l'argent. Des fois, elles sont par paquet de 10. Et là, elles vont elles vont peut-être même essayer de voler, là. Non, c'est bon. Non. Parce que souvent, quand il y a des sacs comme ça, avec leurs pétitions, elles mettent au-dessus du sac et hop, dedans, si le sac est ouvert ou quoi, elles prennent le portable ou... Et là, elles vont essayer. Ouais, non, mais je sais. Voilà. Mais en plus, vous avez le délai. Attends, t'as une voleuse. Elle a volé, elle. Ouais, Tango Tour Eiffel de TN07. On a un vol en direct aux caméras au niveau du pont d'Iéna, une Roumaine à la pétition qui a volé sans doute un portefeuille à touriste asiatique. Elle passe devant le carrousel, manège du carrousel vers promenade des Australiens. Ouais, c'est bon, on est dessus. La scène s'est déroulée très vite. Pour être sûr, Michael la revisionne. Et là, elle part décider. Ils ont vu de victimes idéales, des touristes asiatiques. Ils ont souvent pas mal d'argent sur eux. Bien souvent, ils sont un petit peu dans la lune en plus. Ils ne sont pas assez méfiants. Et là, dans la poche, hop, elle est en train de travailler dans la poche et elle part avec. On n'a pas de souci avec celle-là, donc on va repasser après. Je vais essayer. L'image est furtive. La voleuse a caché le portefeuille dérobé, cette masse noire, sous sa pétition. C'est bon, je prends. Il y a un Michael qui me passe un message. Donc elles sont deux filles, celle qui a volé, donc veste en cuir noir,
sac en bandoulière rouge, et la deuxième avec un bonnet. Avec. On est au contact. Affirmatif, hein, je vais essayer de retrouver les victimes. Grâce au signalement donné par la radio, les policiers présents sur le secteur interpellent rapidement les 2 jeunes filles. Michael, lui, essaie de retrouver les 2 touristes asiatiques qui ne se sont rendus compte de rien. Ouais, donc parmi les 2 voleuses, il y en a une qui est entre-temps. C'est bon, c'est bon. Ouais, attends, on a les victimes au niveau du pilier ouest de la Tour Eiffel, s'il y a des effectifs qui peuvent y aller. Donc victimes 2 touristes asiatiques masculins, dont un petit sac orange qui se voit bien, donc ils sont en train de prendre les files d'attente au niveau du pilier. Entrée nord de la Tour Eiffel. Ça y est, ça passe. Je pense. Et là, ils sont en train de s'apercevoir. Ouais, c'est super. Donc je pense que les touristes asiatiques sont en train de se rendre compte qu'ils se sont fait voler et les tangos sont à leur rencontre. Donc là, c'est une bonne affaire parce que avec la victime, ça appuie le vol. Parce qu'elle peut dire non, j'ai rien eu de volé. Les 2 touristes, des Coréens, confirment s'être fait voler un portefeuille avec 200 € à l'intérieur. Soit c'est une des 2 qui a le portefeuille, soit ils l'ont caché juste derrière le manège où j'avais plus de vue sur elle. C'est finalement près de ce manège que le portefeuille sera récupéré. L'argent des touristes sera retrouvé sur les voleuses. Âgées de 14 et 21 ans, elles sont ramenées au commissariat en compagnie de la fausse joueuse de Bonneto, interpellée un peu plus tôt. Non, c'est dans moins de 2 minutes on est arrivé. À Paris, les policiers disposent de 45 minutes pour les présenter à un officier de police judiciaire qui va les placer en garde à vue. Tournez le dos. Non, dos. Après son audition, la fausse joueuse a été placée dans un centre de rétention et interdite de séjour en France. La voleuse mineure, au milieu, a fait l'objet d'un rappel à la loi et celle de 21 ans a été condamnée à 5 mois de prison. L'image du vol repérée par les caméras a été considérée comme un élément à charge. Paris est équipé de 2750 caméras. Leur nombre a triplé en quelques années. 10% de la capitale est désormais vidéosurveillée. 90 caméras sont implantées dans le 7e arrondissement, l'un des mieux pourvus de la capitale, pour veiller sur la Dame de Fer et ses 7 millions de visiteurs annuels. Une zone sensible, particulièrement surveillée en période de risque élevé d'attentats. En poste ici depuis 6 ans, Michael a toujours un œil sur les écrans, une main sur le joystick. Il passe 12 heures en continu dans ce local sans fenêtre. C'est une pause, mais une pause en travaillant. Car le temps de repos n'est jamais très long. Les escrocs, eux, ne font pas de pause. De nouveau, une table de Bonneto. Un joueur, un vrai cette fois-ci, tombe dans le piège. Il mise 2 billets de 50 €. Le manipulateur insiste. Il en joue encore un. Et encore un 4e. Et tout le monde l'embrouille, il se met autour et tout, donc là il est perdu. Et là il comprend pas. En 20 secondes, il a perdu 200 €. Il tente de protester. En vain. Et là il laisse plus s'approcher. Et les 200 €, ils sont dans la poche du manipulateur. Et là il est dégoûté. TJUS 3T de TN07. Ouais, juste pour vous aviser, on a des joueurs de Bonneto au niveau du pont d'Iéna. La même position qu'hier, donc vous m'avisez quand vous êtes à proximité. Quelques minutes plus tard, Sandrine interpelle l'équipe, cette fois-ci quasiment au complet, avec notamment le manipulateur. Arrête-toi, viens voir. Viens voir, viens voir. Viens voir. Viens voir. Je t'explique. Voilà. Il tente de s'enfuir. Oh! Viens là! Delta, j'ai un individu en fuite qui vient vers vous.
Easy, non, tranquille. Qu'est-ce que Papier? Les deux collègues de Sandrine arrivent pour la fouille, qui se révèle fructueuse. Non, tu recules, tu recules. 1, 2, 3, 4 billets de 50. Ce qui était sur le manip. Donc le manipulateur a récupéré l'argent des touristes. Du coup, on saisit automatiquement parce que ça fait partie du délit. C'est une somme qu'ils ne récupéreront pas. Ça fait partie de l'élément matériel. On a la preuve que voilà. Ce groupe est bien connu de Sandrine et ses collègues. Ce sont des multirécidivistes. Encore toi? Bonjour. Ils sont placés en garde à vue et présentés à un juge. Le joueur escroqué, lui, a disparu. Ces 200 € ne pourront pas lui être restitués et seront placés sous scellé. 271 joueurs de Bonneto ont été interpellés entre décembre et juin dernier au pied de la Tour Eiffel. C'est celle-là. Le quotidien de Sandrine et ses collègues, c'est entre 20 et 30 km par jour à bicyclette. Dans ce secteur touristique, ils sont une dizaine à patrouiller en vélo, le moyen le plus sûr d'intervenir rapidement. Notamment pour déloger les incontournables vendeurs à la sauvette de Tour Eiffel et autres babioles. Chef, vous partez là, allez. Une activité illégale. Ces hommes n'ont aucune autorisation pour exercer et encourent 6 mois de prison et 3 750 € d'amende. Là-bas les gars. Allez. Tout au long de la journée, c'est un jeu permanent du chat et de la souris. Ce que les policiers appellent des évictions. Au prix de risques considérables, les vendeurs n'hésitent pas à slalomer entre les voitures pour échapper aux policiers. Il y a déjà eu des accidents graves. Ils sont parfois jusqu'à une centaine présents sur le site pour gagner quelques euros. Chassés d'un côté, sur les écrans, on les voit réapparaître de l'autre. Parfois, ils bloquent même l'entrée de la Tour Eiffel. Sandrine et ses collègues reçoivent alors l'ordre d'intervenir de manière plus musclée. Arrête-toi! Arrête-toi, je te dis! Arrête-toi! Arrête-toi! Tu poses! Pose! Pose! Mets-toi sur le côté. Vous pouvez me marquer votre nom, votre prénom et votre date de naissance, monsieur. Your name, your first name and date of birth. Les policiers rédigent ce qu'ils appellent une procédure simplifiée. Ils se contentent de prendre l'identité du vendeur et saisissent son matériel. Ici des jouets et des peluches. Comme avec le Bonneto, l'objectif est de décourager les vendeurs en leur confisquant leurs marchandises. L'homme d'origine indienne repart libre. Donc voilà. Donc là, je pense qu'ils nous ont vus. Je pense qu'on va être tranquille pendant bien 1 heure, 2 heures. Le fait de le stopper montre aux autres qu'on est toujours là. Donc du coup, ils ont pris la fuite. Ils sont partis vers leur station de prédilection, Birakem. Donc ils savent qu'on est là et ils savent qu'à partir de maintenant, on ne va pas les lâcher de la soirée. Ils vont revenir, hein. Ils vont revenir. Une guerre d'usure que Sandrine sait sans fin. L'objectif est simplement de limiter le nombre de vendeurs dans le secteur. Le matériel, ramené au commissariat, est détruit. Prolongement de ce que les policiers voient sur le terrain. Au commissariat, les caméras sont aussi utilisées pour enquêter a posteriori. Bonjour, bonjour. J'aurais besoin d'un poste pour les PZVP. Guillaume Dubois est chargé d'éplucher toutes les plaintes qui arrivent ici, en espérant que les images puissent aider à confondre les auteurs. Donc vol à la roulotte, c'est-à-dire vol dans un véhicule, 129 rue de Sèvres, Paris 6. Entre 16h30 et 16h35, hein, on a un délai très très court. Il a garé son véhicule à 16h30, il a laissé son sac sur le siège avant droit côté passager. Il a fermé les portes sans les verrouiller puisqu'il allait faire rapidement une course. Il sort du magasin 5 minutes plus tard, plus de sacoche. Donc là, on a une chance d'avoir quelque chose. Si, bien entendu, il y a une caméra qui nous prend le 129 rue de Sèvres. Les faits se sont déroulés 17 jours plus tôt. Les images sont conservées pendant un délai légal d'1 mois. Guillaume peut donc les visionner en différé. Alors, vous voyez, le 129, il est ici, à côté de rue Maillet. On a une caméra ici, mais le champ de vision, à mon avis, n'ira pas jusqu'à là. Rue de Sèvres.
Premier croisement, alors, rue Maillet, elle doit être ici. Donc le véhicule était sûrement garé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir avec mon doigt. Là, on voit le deuxième feu rouge là-bas. Ça va être difficile de voir un homme se faufiler à l'intérieur du véhicule pour piquer la sacoche du monsieur. Donc là, négatif, et je mets hors champ. Dans une autre affaire de vol, commise le matin même, 700 € dérobés dans une voiture garée sur cette place. 2 caméras sont en théorie disponibles. Dans les échafaudages. Ah. Ça commence mal. La seconde caméra a, elle, un autre problème. C'est une caméra mobile, mais apparemment ce matin à cette heure-là, vous voyez l'heure défilée, on est bien le 17 à 10h40. On a un souci technique puisqu'elle reste fixe sur ces images-là. Un outil aléatoire, pas toujours fiable, qui donne des résultats dans des circonstances bien spécifiques. On a beaucoup de résultats quand on suit un véhicule. C'est-à-dire qu'on a un véhicule à la base, et ensuite, on a tellement de caméras sur Paris qu'il y a toujours un moment où on arrive à prendre la plaque d'immatriculation. Ça, c'est vraiment le cas d'identification le plus fréquent. Comme dans cet autre dossier, traité par l'un des chefs d'enquête du commissariat, le commandant Clément. Une tentative de vol par effraction en pleine nuit dans une boutique du 7e arrondissement, captée par les caméras. On aperçoit ici des cambrioleurs, avec un pied de biche qui tente de forcer la devanture pendant une dizaine de minutes. Au bout d'un moment, ne parvenant pas à pénétrer à l'intérieur, quitte les lieux. Avec les caméras, commence alors un véritable jeu de piste. On les revoit passer ici, dans une des rues de l'arrondissement. Finalement, sur l'une des caméras, la plaque d'immatriculation est bien visible, ce qui permet d'identifier le conducteur. Aperçus à proximité d'autres cambriolages, les voleurs ont été finalement impliqués dans 3 affaires et condamnés à 5 mois de prison. Selon la préfecture de police, 3500 interpellations seraient réalisées chaque année grâce aux caméras. Des caméras qui enregistrent depuis quelques jours des scènes assez sidérantes. Une femme vient de taper son code pour retirer de l'argent. Dès qu'elle retire sa carte, 2 jeunes se précipitent et la repoussent. Ils font les pitres, une technique appelée le vol à la danse. Ils en profitent alors pour emporter les billets. 900 € cette fois-là. Le phénomène touche plusieurs banques à Paris, comme ici boulevard Saint-Germain. Un groupe de 5 personnes cette fois-ci s'engouffre derrière un client qui est rentré dans le sas de distributeur de billets. Ils sont mis en fuite par 2 policiers, mais sortent par l'autre porte et disparaissent dans le métro. Dans son PC, le jour même, Michael décide de fixer ses caméras sur les distributeurs qui ont été visés. Après des heures d'observation, il finit par repérer un groupe suspect. Il les appelle les dabbers, ceux qui s'attaquent aux DAB, les distributeurs automatiques de billets. Tu les vois, toi? Tout ça, attends, je suis... C'est OSL, hein? Ils surveillent et ils vont aller... C'est OSL, on est d'accord? Ouais. Ouais, vous pouvez vous rapprocher de Raspail, angle rue du Bac. J'ai peut-être des dabbers qui sont en attente. Ouais, c'est reçu. J'ai du mal à voir pour moi 4-5 individus. Sandrine, qui patrouille en voiture ce soir-là, doit parcourir 2 km pour se rendre sur les lieux, en plein Paris, un samedi soir. Vas-y, tu tasses. Oh putain, non, on va être bloqué. Coincée par un camion poubelle, Sandrine et ses collègues décident de finir à pied. D'accord, mais ils ont tapé quoi? Il leur reste 200 mètres à parcourir. Ça bouge. Ouais, ça bouge, ça ressort. Alors que Michael ne quitte pas le groupe des yeux. En gris, là, je le suis. Monte, il est en train de travailler là-bas. Putain, et attends, mais l'autre part vers lui. Merde. Ah putain. J'arrive pas à parler sur les ondes. Oui. Arrête TJUS 3T de TN07. Tiens, ils sont dans ce... Ils ont dû taper. Ils ont dû taper. Attends, le chapeau, il a dû taper. Il a dû taper parce qu'il part dans le métro, là, en face.
Ils descendent dans le métro. Ils sont tous partis, ils sont tous deux partis vers le chapeaux. métro. Un chapeau. 15 secondes après, Sandrine et ses collègues descendent dans le même métro. On descend, avec un chapeau. L'un des policiers se précipite pour demander de bloquer la rame qui s'apprête à démarrer. Pour l'instant, en fait, on a des jeunes qui viennent de voler à un distributeur. On a une description, mais... Putain, il était là ou alors il est parti dans l'autre. Grâce à la description donnée par Michael, les policiers tentent de repérer les suspects. Sont-ils montés dans cette rame bondée? Ont-ils eu le temps de prendre un métro dans l'autre sens? Impossible de les retrouver. C'est bon? Le métro repart. Cette fois-ci, l'homme au chapeau et ses complices ont eu de la chance. Cela s'est joué à quelques secondes. Depuis notre tournage, une équipe de dabeurs a été interpellée par des collègues de Sandrine. D'autres équipes continuent de sévir dans le même quartier. Cet homme qui arpente le métro parisien est un policier. Cyril fait partie de la BAC, la brigade anticriminalité. Avec son équipe, il a pour mission de se rendre invisible pour interpeller les pickpockets en flagrant délit. Pour rester discret, nous l'avons suivi en caméra cachée. Ce jour-là, Cyril est sur la piste d'une bande de jeunes filles soupçonnées de dévaliser les voyageurs. Pour les traquer, il a son flair, son expérience et les yeux des caméras. Des caméras pilotées à distance par deux de ses collègues installés dans un poste de commandement souterrain, Fabrice et Jamel. Leur travail, repérait les pickpockets sur leurs écrans. Ça va pas sauter. Alors j'attends la rame, là. Elle arrive. La bande a déjà été repérée le matin même par les caméras. Ce sont des professionnels du vol, de jeunes bosniaques habitués à déjouer la surveillance des policiers. On les voit ici en train de sécuriser leur lieu d'action. Une première pickpocket regarde derrière ce distributeur où pourraient être cachés des policiers. Par précaution, sa complice vérifie à son tour. Puis toutes deux remontent le quai à la recherche d'une victime. Elles se placent derrière les passagers. De nouveau, regard à gauche, regard à droite. Elles se glissent dans la foule. Elles essaient de prendre le sac d'une touriste asiatique. Il y a une petite altercation, la touriste résiste. Pour cette fois-ci, c'est un échec. C'est sur la une. C'est sur la une, ça va. Quelques heures plus tard, Jamel les repère à nouveau. Il communique à son collègue Cyril la position des pickpockets par téléphone. Regarde si ça descend. Ça descend à Palais, Station Palais Royal, les jeunes filles descendent du métro, puis y remontent. Guidées par Jamel, Cyril les suit. Je sais pas si tu vois. Derrière moi, je peux pas m'informer. Ah ok. C'est remonté, je sais pas si c'est sur quelqu'un, c'est remonté. Mais rapidement, Cyril est repéré, notre caméra aussi. C'est quel écran? Ah oui, c'est bon. Cette fois-ci, pas de flagrant délit. Toutes ces images sont retransmises dans cette salle, installée dans un sous-sol discret et sécurisé. Ce sont les yeux de la police, qui surveillent les 450 stations de métro et de RER, où transitent chaque jour jusqu'à 2 millions de passagers. 365 jours par an, une dizaine de policiers scrutent les images des 12 000 caméras installées sur le réseau. Pas un quai, ou presque, n'échappe à leur contrôle. Ces caméras sont pilotées par ordinateur avec une simple souris. Le brigadier-chef Augier est l'un de ces policiers d'un nouveau genre, une sorte de télésurveilleur. En moyenne, il y a combien de caméras par En moyenne, bon, si c'est une petite station, on va dire, on est en moyenne 3, ça fait 6, on va dire, au plus petit, il y en a 10 en moyenne sur une station. Sur des grosses stations comme Aubert, vous en avez sûrement au moins 100, une petite centaine. Il y a une quinzaine de SDF sur les quais qui jettent des projectiles sur les voies, donc dirigez. Le quotidien de ces policiers, ce sont toutes sortes de délits. On les voit là,
leurs cigarettes. Ici, la revente de cigarettes de contrebande à Barbès, qui se déroule en direct sur les écrans du PC. La délinquance qui sévit dans le métro, ce sont aussi parfois des actes beaucoup plus violents. Le vol à l'arraché d'un sac à main sur cette touriste japonaise. L'imperméable de cet homme, littéralement arraché sur un quai du RER. Ici à gauche, une personne âgée se fait brutalement dépouiller de son sac. C'était la semaine dernière, à Paris, à midi. Ici, un vol de téléphone portable qui dégénère en bagarre générale. Là, des policiers en civil sont pris à partie par des voleurs qu'ils tentent d'interpeller. Le métro, ce sont aussi des actes de pure folie. Un homme a tenté il y a 2 jours de jeter une passagère sur les voies. Il a été placé en infirmerie psychiatrique. Tu me rappelles. Il est 18 h. Cyril, le policier de la BAC, continue sa traque des pickpockets dans les couloirs du métro. Il y a un collègue qui a repéré un gars à la 7, là, la Courneuve, à Place Monge. Il demande de l'aide au PC. Oui, hello. Ouais, c'est Cyril, ouais. Ouais. Tu peux jeter un œil sur les quais de la 7. Ouais. On va voir si ça peut être un Roumain, peut-être. Ça fait plusieurs rames qui laissent passer. Ouais. D'accord, ok. Je vois que Jam, dès qu'il peut, il va y coller une cam. Ok. D'accord, ok. Je te tiens au jus, ouais. Allez, merci, à tout à l'heure. Ah, le là. Sur leurs écrans, les policiers repèrent immédiatement l'homme qui leur a été signalé. C'est un groupe de touristes. Il paraît surveiller les touristes qui sortent de la rame. Il leur emboîte même le pas. C'est lui qui était à Place d'Italie tout à l'heure. Ça correspond, le blouson. Je vais regarder, juste à monter là, juste guetter si... Cyril prend le risque de jeter un œil. Mais impossible de poursuivre sans se faire repérer. Ouais. Ah, il va peut-être aller en face, hein. Changer de quai, reprendre en face, on ne sait pas. Le policier va se cacher à l'intérieur d'un guichet de la RATP. Il veut tenter un flagrant délit. Ce sont donc les caméras qui vont travailler pour lui. Ouais. Elle filme l'homme. Il suit de très près une jeune fille et son sac. Ouais. T'as quelque chose? Tu descends, tu prends en charge? Un premier policier le prend en filature. Cyril sort à son tour. Son intuition était bonne. L'homme vient de tenter de voler le sac de l'adolescente. Donne ta main. C'est un flagrant délit. Elle est où là? C'est la fille là? La jeune fille a résisté. Le vol a échoué. Mais l'homme sera placé en garde à vue. T'as rien sur toi? Il n'y a rien. Vous avez eu peur? Ouais. Il n'y a rien, hein. Il n'y a pas eu de mal. C'est plus l'effet de surprise. Ouais. L'individu a ouvert son sac et puis elle s'en est rendue compte, quoi. Elle a crié. Il a arrêté dès que vous avez crié, non? Ouais. Il a cessé ou il a continué? Ouais, il a fait mine de rien, quoi. Des caméras pour les flagrants délits, mais aussi et surtout pour rechercher des preuves, lorsque les auteurs d'agressions, de vols, ne sont pas arrêtés sur le coup. Les enquêteurs peuvent alors remonter le temps et grâce aux images pister les délinquants dans le labyrinthe du métro. C'est le travail de ces policiers de la brigade des réseaux ferrés. Ce matin, ils enquêtent sur le vol à l'arraché d'un téléphone portable. Ils vont dans le PC Police pour explorer les images enregistrées par les caméras du métro à la recherche d'une preuve, d'un indice. Ils doivent faire vite, car selon la loi, au nom de la protection de la vie privée, ces images seront détruites au bout de 3 jours. Leur service traite 15 000 plaintes par an. Là, ça devrait se passer par ici. Donc là, on devrait voir la personne partir, suivie de la victime. Quand l'affaire est résolue, dans 8 cas sur 10, la vidéo joue un rôle déterminant. Là, pour le moment, ça donne rien. Alors, pour l'instant, on ne trouve pas. Les plaintes sont souvent imprécises. Les enquêteurs ont du mal à retrouver les images. Ils se demandent s'il ne s'agit pas d'une fausse déclaration, d'une escroquerie à l'assurance. Quand soudain... Ah, voilà. C'est là. Voilà, c'est là. Et voilà, il y a là, en l'occurrence, voilà, effectivement. Là, voilà, c'est là, juste là, une dernière rame. Là, c'est le voleur. Là, suivi par la victime et un usager. Et un deuxième. Enfin, supposé usager. Si ça peut être un complice, on ne sait pas encore.
Donc ils ont été pris au niveau de la caméra 118, à peu près cette hauteur. Ils sont partis donc dans ce couloir. Donc on va prendre maintenant les caméras 125 et 124. Et on va commencer à essayer de remonter tout doucement dans la station. Là maintenant, l'intérêt c'est d'essayer de les avoir de face, de visu, et éventuellement plutôt en gros plan. Voilà. Voir le voleur de face pour pouvoir l'identifier. Commence alors un véritable jeu de piste. Les premières caméras ne donnent rien, à cause des angles morts, des images de dos. Il faut alors se replonger dans le plan, imaginer le parcours du voleur. Certains connaissent la position des caméras et essaient de les éviter. Au niveau du guichet. 115, 116. Les policiers commencent à désespérer. Mais finalement, les enquêteurs ont trouvé ce qu'ils cherchaient, le visage du voleur. Exploitable. De ce que j'en ai vu, ouais, on va avoir des photos correctes. Ouais. Donc la personne sera identifiable. L'utilisation des preuves captées sur ces écrans est en plein développement. L'an dernier, les magistrats ont fait appel aux images du métro à 4300 reprises, 2 fois plus que l'année précédente. Mais là, vous savez pas s'il est conscient? Il y a quelques minutes, un homme est tombé sur la voie à la station Arts et Métiers. Une fois encore, la caméra peut se révéler décisive. Vous faites quoi là? La relecture des caméras suite à l'accident grave de voyageurs de Arts et Métiers. Donc on va voir exactement si c'est un suicide, s'il a été poussé ou si c'est une chute fortuite. Le chef de salle retrouve les images de la scène qui vient juste de se dérouler. Voilà, déjà lui, voilà, le SDF. Visiblement éméché, le SDF s'écroule sur le quai. La rame va entrer dans la station. Le SDF descend sur la voie, tente de remonter. Le conducteur a juste le temps de freiner. À quelques centimètres près, le SDF passait sous le train. Bon, il a eu de la chance parce que la rame s'est arrêtée relativement tôt. Bon là, apparemment, il était certainement en état d'ivresse et il a dû faire un malaise. Après, il ne savait plus où il était. Et puis, vous voyez, il a roulé sur le quai. Et malheureusement, quand la rame est arrivée, il s'est retrouvé sur le quai, assis sur le quai. Mais là, c'est vrai qu'il s'en sort bien. A priori, rien de criminel. L'affaire s'arrête là pour la police. Attends, il y en a 2, ça monte en rame. Pendant ce temps, les enquêteurs reprennent leur vidéotrack du gang des petites voleuses bosniaques. Cyril, le policier de la BAC, est toujours en liaison avec Jamel. Je suis pas trop loin. Bah, je vais attendre. Ah bah merde. Ah, je vais les croiser, merde. Fortuitement, il croise les jeunes filles. Elles le connaissent, il les repérait. Pour lui, c'est fini. Ouais, mais elles m'ont vu, elles m'ont croisé, elles m'ont vu, ouais. Ça a bossé les personnes là. Mais Jamel, depuis son PC, continue à les suivre. Là, ça va. Le couple, là, elles sont là. 1, 2, 3. Il les repère à la station Saint-Michel. Vous les voyez là? Elles sont 3. C'est derrière le couple de vieux. Jamel avertit une autre équipe de policiers, celle de Mika. Allez, go. Ils sont justement à la station Saint-Michel. Ils partent à leur poursuite. C'est la BAC, passe-moi mon collègue, s'il te plaît. Mika a du mal à joindre Jamel et du coup, il commet une erreur. Il pense que les pickpockets sont montés dans la rame. Ouais, c'est à Saint-Mich, ça a travaillé sur les mécaniques. Ah putain, sur les mécaniques, Jam, j'ai essayé de t'avoir, merde, fais chier. Parce que je les ai vus, je t'appelais, réseau n'arrivait pas à passer toi, putain, j'en ai plein le cul. On a bossé sur les mécas. Hein. Ah ouais, sur les mécas, elles sont quoi, 4, 5? 3 filles. Man, on fait le tour, ça a bossé dans le méca. Allez. Attends, garde le Les mécas, ce sont les escaliers mécaniques. Ouais, mais bon, il faut que je me replace, moi. C'est là que les jeunes bosniaques auraient commis un vol. En fait, elles ne sont pas montées dans la rame. Les policiers sont obligés de reprendre le métro dans l'autre sens pour revenir à la station. Ok, elles étaient bien à Saint-Michel. Elles n'ont pas bossé le train en montant, elles ont été bosser l'escalier mécanique qui montait. Un couple de vieux. Jamel continue son vidéo-guidage. Ça redescend, ça redescend, ça redescend. Ça redescend. Eric, ça redescend. C'est redescendu un peu speed. Je vais voir sur le quai. Ouais, ben j'arrive sur le quai. Ça speed un peu. Je vais te dire si c'est... Ok, c'est pas encore sur le quai pour moi. Là, ça va descendre sur le quai. Ça va arriver. C'est bon, c'est sur le quai. C'est sur le quai. Hein. C'est sur le quai. T'attends, hein. Hey, t'attends. Est-ce qu'on ne sait pas si elles ont bossé dans le méca? Mika ne sait pas si elles ont bossé, autrement dit, si elles ont commis le vol. Il rattrape les jeunes filles, il les arrête. C'est monté? Je pense que c'est baisé, pleine gueule. Ouais, c'est pleine gueule. Là, bon, tu tapes, je veux le portefeuille qui est là-haut, tu te dépêches. Allez, on s'assoit. Tu leur dis le couple de vieux. L'escalier mécanique.
L'escalier mécanique, Alexa. Alexandra, je me fâche. Allez voir. On monte ensemble. Allez, on y va. Le couple de vieux. Allez, on y va maintenant. Il doit à tout prix retrouver le portefeuille, car cette fois-ci, les caméras ne permettent pas d'être sûrs qu'il y a eu vol. Là, bon, ils vont essayer de voir si réellement ça a pris, parce que le temps qu'ils arrivent... Ça veut dire quoi, ça a pris? Ça a pris s'ils ont pris un portefeuille, s'ils ont volé un portefeuille, sur les personnes âgées que je vous ai montrées. Si ça a pris, s'ils ont réussi à prendre, ils sont habitués à dépouiller tout de suite et à jeter le portefeuille dans une poubelle. Qui ne trouve pas le portefeuille, hein, je t'assure, Alexia. Pendant que ses collègues fouillent les poubelles, Mika discute avec les jeunes filles. Attends. Je suis un menteur. Dis-le que je suis un menteur. Elle l'appelle par son prénom, elles le connaissent bien, il les arrête souvent. Je te mens pas, je vous jure. Tu sais qu'est-ce qu'on voulait aller faire? On voulait aller sur le RERB pour aller travailler aussi. Mais pourquoi tu n'as pas été? Parce qu'il y avait les flics avec des motos, je vous jure. Sur le RERB, il y a des flics avec des motos? Oui. Ah ouais, sur le RER, il y a des flics avec des motos. Ah ouais. Bah tu me diras d'où ils viennent. Hein. Cette fois-ci, les policiers ne trouveront rien. Mais ils considèrent que la vidéo est désormais une aide précieuse. À partir de cet été, 1200 caméras de nouvelle génération seront installées dans Paris. Cette fois en surface, dans les zones où la criminalité est la plus forte.